Si on mettait bout à bout toutes les frontières, on obtiendrait une ligne de 250 000 km. Sur ces 250 000 km de frontières, il y en a entre 22 et 27 000 murées, clôturées, avec des barrières. Dans le monde d'aujourd'hui, avec des échanges de plus en plus importants à travers le monde, avec la circulation des hommes, mais aussi avec la diffusion de l'information, on pourrait croire que les frontières sont moins solides, moins fermées, plus poreuses. Mais pour certaines de ces frontières, c'est tout le contraire. Alors le nom de ce mur sonne un peu film hollywoodien, un peu mystérieux, et pourtant c'est un vrai mur. Il est à la frontière entre le Maroc et le Sahara occidental, un pays qui n'est pas souvent sur les cartes car il n'est pas reconnu officiellement comme un État autonome par l'ONU. Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole indépendante depuis 1976. Mais dès le départ des Espagnols, le partage du territoire entre le Maroc et la Mauritanie pose problème. Ce partage pose problème aux Saharouis, peuple vivant sur ce territoire, mais n'obtenant pas son indépendance. Et dès 1976, le Front Polisario, constitué la plupart du temps de Saharouis, réclame l'indépendance et entre en lutte contre le Maroc. S'ensuivent de nombreuses guérillas à partir de la fin des années 70. Dans ce contexte de tension, le Maroc, à partir des années 1980, construit progressivement 6 murs qui vont permettre d'englober environ 85% du Sahara occidental sous sa souveraineté. Le reste, sans ressources et aride, est concédé au Front Polisario, soit 20% du territoire. Le mur sépare donc ce qui appartient aux Marocains et ce qui appartient au Front Polisario. Le mur de sable est un système très complexe. Il s'agit à la fois de levées de pierres, de grandes montées de sable formant des remparts. En plus de cela, il faut ajouter des moyens de surveillance importants avec des radars et près de 130 000 hommes, sans compter les mines antipersonnelles. Et cela continue davantage, toujours avec plus de moyens technologiques. Entre l'Inde et le Bangladesh existe un des murs les plus longs au monde, environ 3000 km. Et ce n'est pas encore terminé car l'Inde veut continuer la construction de ce mur tout au long de sa frontière avec le Bangladesh. Mais pourquoi avoir construit un tel mur? Premièrement, l'Inde veut stopper les migrations du Bangladesh vers son pays. Le Bangladesh est un des pays les plus pauvres du monde et ils espèrent, en migrant, trouver de meilleures conditions de vie. Lutte aussi contre ce que l'Inde a appelé le terrorisme. En fait, les autorités indiennes dénoncent l'islamisation radicale de certaines parties du Bangladesh. Lutte également contre la contrebande et le trafic de drogue. Bref, autant de prétextes pour continuer la construction de ce mur. Tout cela donne un mélange très complexe, et en plus il faut ajouter de nombreuses propagandes indiennes et une situation d'extrême pauvreté dans cette partie du monde. Le mur est long, il divise de nombreuses communautés et perturbe la vie quotidienne des peuples parlant souvent la même langue. Il est constitué de clôtures métalliques, de murs de briques et certaines parties sont éclairées la nuit. Il est gardé par la BSF, un groupe armé qui n'hésite pas à tirer sur ceux qui tentent de le traverser. Quand on parle de frontières avec des murs ou des barrières, il est impensable de ne pas évoquer la frontière américano-mexicaine ou la LINEA comme on dit au Mexique. C'est une des frontières les plus impressionnantes au monde. Elle devrait faire 1100 km de long selon la loi de 2006. Et cette barrière a plusieurs fonctions. La première de ces fonctions, c'est d'empêcher les migrants mexicains de venir aux États-Unis. Elle est toujours surveillée par des mercenaires ou des civils volontaires utilisant les 1800 miradors construits. Les lobbies militaires s'en sont aussi donnés à cœur joie pour les projets. Systèmes de détection des explosifs, drones militaires, caméras surveillance, détecteurs de mouvement. Bref, tout un arsenal pour stopper les migrants mais aussi le trafic de drogue, le tout pour quelques 10 milliards de dollars. La frontière est essentiellement réalisée avec de hautes barrières métalliques mais aussi avec des murs, parfois renforcés par des barbelés. Cette frontière est aussi dissuasive, elle doit montrer aux migrants qu'il est pratiquement impossible de passer vers les États-Unis. Mais les migrants et les passeurs ont trouvé d'autres moyens pour traverser la frontière. Ils passent par ce qu'on appelle les frontières naturelles, le fleuve de Rio Grande qui est très surveillé aussi, et le désert de Sonora. Cela rend la traversée très dangereuse et c'est ce que veulent faire comprendre les États-Unis aux migrants mexicains. Ils envoient des messages de propagande au Mexique et en Amérique du Sud pour dissuader les migrants. Mais la construction de cette clôture est aussi un argument politique. Il s'agit de montrer que les États-Unis sont capables de sécuriser le territoire
confondant souvent trafiquants de drogue, migrants clandestins et terrorisme. Surtout après le 11 septembre où l'argument sécuritaire est devenu un argument de force. Et ouais, il n'y a pas qu'en France qu'on fait des amalgames. Et en plus, le trafic de drogue n'a pas cessé. Des dizaines de tunnels ont été creusés en dessous de la barrière et des drones font aussi parfois des livraisons. Sans parler du système de catapultes qui a été retrouvé. Il faut quand même avouer qu'il y a de l'idée. Cela fait quelques mois que l'on entend parler des milliers de migrants qui tentent de venir en Europe afin de fuir leur pays. Il s'agit de migrants syriens qui viennent aussi du Moyen-Orient plus généralement, mais aussi de migrants d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est. Cette migration méditerranéenne a entraîné plusieurs réponses dans les pays européens. L'accueil, l'intégration, la mise en place de quotas, mais aussi la fermeture, et c'est le cas de la Hongrie. Premièrement, la Hongrie a décidé de fermer sa frontière avec la Serbie avec une barrière de plus de 4 mètres de haut et près de 180 km de long. Elle a aussi décidé de fermer sa frontière avec la Croatie. Pour le gouvernement hongrois, qui est assez conservateur, le mur apparaît comme une sorte de mesure d'urgence. Ils se désengagent de la prise en charge des migrants, ils ne veulent pas en accueillir. Et c'est aussi un moyen de signaler à l'Union européenne qu'ils peuvent agir sans que des décisions soient prises à Bruxelles. Ce mur a aussi une importance symbolique, il s'agit de montrer que le gouvernement hongrois est capable de lutter contre l'insécurité et contre la criminalité. Encore des amalgames. Mais tout ça, il faut le remettre en perspective avec toutes les politiques discriminatoires qui avaient été votées en Hongrie. Ces murs sont surveillés par des milliers de soldats, scrutés aussi par des journalistes, parfois pas très humanistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mur est nommé mur de la honte, mais c'est pas le premier. Il y a eu aussi avant lui le mur de Berlin et le mur de Jérusalem qui ont été nommés comme ça. La plupart du temps, les murs sont nommés ainsi par leurs opposants. Bref, que retenir de l'exemple de ces 4 murs? La plupart du temps, ce sont les gouvernements qui décident d'ériger ces murs. Et ils ont plusieurs objectifs avoués. Mur anti-immigration, mur anti-trafic de drogue, mur anti-terrorisme, en fait mur anti-tout ce qu'on veut. C'est surtout chez les entreprises privées que les gouvernements vont chercher ce type de service dans les entreprises du domaine militaro-industriel. Autre chose importante, le lobbying. Ce sont des organisations, des entreprises qui ont tellement de pouvoir financier et économique qu'ils influent sur la politique des États. Pour 1 km de ces murs, de ces barrières, avec surveillance, caméras et capteurs de mouvement, cela coûte environ 1 à 2 millions d'euros. À ce prix-là, est-ce que c'est vraiment rentable ? En fait, les murs ont surtout un avantage symbolique. Ils montrent l'hostilité d'un gouvernement face à une situation, et ils permettent d'affirmer la souveraineté d'un pays, le fait qu'il se gère lui-même. C'est un acte public de communication qui permet de répondre à un besoin de sécurité, besoin qui est parfois créé par les gouvernements eux-mêmes. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à aimer la vidéo ou à la commenter. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles chroniques géographiques.